La Chine, dans son développement, est-ce qu'on n'en est pas finalement au stade, j'ai envie de dire, de l'Europe du 19e siècle, c'est-à-dire le boom de l'industrialisation, mais sans aucun droit social, sans aucun... Alors, il y a ça, et alors il y a ça, toutefois la Chine devient une puissance technologique Ouais. très rapidement. Mais le, le, devient une puissance technologique extrêmement rapidement. Mais pour atteindre un niveau technologique complet d'innovation, il va encore mettre quelques années. Ouais. Mais c'est vrai qu'on n'a pas vu de décollage aussi rapide. Toutefois, il faut bien comprendre une chose. 80% du territoire chinois est en large partie inhabitable. Au plateau, désert de glace. Et en tout cas, s'il n'est pas totalement inhabitable, parce qu'il y a des habitants dedans, hein, qui vivent dans des conditions un peu dures, un désert de glace et des hauts plateaux, c'est difficilement industrialisable, surtout. Donc vous avez une masse industrielle, l'usine du monde, sur 20% du territoire chinois. Et à titre environnemental, c'est simple, vous voyez la liste de sociétés qui refusent d'envoyer des expats européens avec famille, de peur que le gamin ait une maladie pulmonaire et que les parents attaquent la boîte. Vous voyez, rien ne se fait là. Ah ouais. Est-ce que tu connais l'effet Dumas, un procédé surinitaire qui pourrait mettre tout le monde d'accord au niveau énergie? Alors je ne saurais pas je ne saurais pas l'expliquer en détail. J'en ai déjà entendu parler, comme de beaucoup de solutions d'énergie alternative. Si vous voulez, dans le dossier de l'énergie, il y a des choses dont on n'est pas sûr. Ouais. On sait que pour les métaux rares, terres rares, ça va être très compliqué pour ceux qui sont en sol, mais on a les nodules polymétalliques en mer. Bon, et particulièrement dans les eaux territoriales de la France. Donc on pourrait être content, et si on s'occupait un petit peu plus de la Polynésie, on aurait moins à s'occuper de l'Union européenne. Je dis ça, je dis rien. Ensuite, à quel degré de rareté énergétique sommes-nous? Très difficile à dire. Par exemple, la maison d'édition Perspective Libre va traduire les œuvres du grand géopolitologue William Engel, qui est un spécialiste de l'énergie, qui a d'ailleurs renouvelé tout ce que nous croyions savoir sur le crash de 73 en termes pétroliers. Bon. Et lui pense qu'on est dans le, comment dire, qu'on est dans une rareté énergétique qui est provoquée au niveau pétrolier, qui est provoquée par ce qu'on appelle je crois qu'on les appelle les 7 naines d'ailleurs, les 7 grandes multinationales du... Oui, les 7 sœurs. Les 7 sœurs. Les 7 sœurs. Ah oui, pardonne-moi, parce que les 7 nains, c'était les 7 grands dirigeants de l'industrie du tabac qui avaient prêté serment devant le Congrès en disant « cancer, je connais pas ». Et on les appelait les 7 nains, et donc les 7 sœurs. Et Engel est un auteur intéressant. Alors, il y a encore des questions. On me dit, par exemple, quelle fut l'influence de la banque dans le déclenchement de la Première Guerre mondiale? Ça, c'est quelque chose qui est très récent aussi. C'est beaucoup d'infos qui sont sorties là-dessus. On s'aperçoit que le déclenchement de la guerre, de la première, où c'est très flagrant, mais également sur la deuxième, les banques jouent une influence énorme. Bien sûr. Comment tu veux faire comment tu veux faire la guerre sans argent? Alors, fondamentalement, ce que je vais dire est dénué de toute morale et je m'en excuse, mais disons que les financiers ne déclenchent pas la guerre en claquant des doigts, c'est pas ce genre de vision-là qu'il faut avoir. Disons qu'ils ont des scénarios de prévision géopolitique. Parce que la guerre, c'est horrible à dire, est une extraordinaire manne d'investissement si vous savez investir à temps. Atroce, hein, mais c'est comme ça. Et la Première Guerre mondiale particulièrement, parce que la Première Guerre mondiale est la troisième, si vous voulez, les batailles de l'ère moderne, ça a commencé, je pense, la première guerre vraiment moderne, la première vraie bataille moderne, c'est Gettysburg, je pense, guerre de sécession, où là c'est 1 million de morts, hein, Gettysburg. 1 million de morts. A priori, 1 million de morts, toute la guerre civile, et Gettysburg, a priori, ça a été une véritable boucherie. Alors ça, par contre, si vous voulez vraiment qu'un Américain arrête de vous parler, parlez-lui de ce sujet-là.
Vous allez voir. Ça va aplanir les choses rapidement. Ensuite, vous avez Port Arthur, la guerre russo-japonaise. Russo-japonaise. Et qui est une autre étape dans la modernisation des conflits. Et après, vous allez avoir la Grande Boucherie 14. Bon, grosso modo, dans les grandes lignes. Après, on peut dire qu'il y a eu des utilisations pendant la guerre des bourgs, etc., avec les morts par la famine, etc., qui seront réutilisées par les Allemands, parce que là, elles étaient faites par les Anglais contre les bourgs, qui étaient des descendants d'Irlandais et d'Hollandais. C'est vrai, mais fondamentalement, on va rester sur ce schéma un peu simple. Et je m'en excuse de son simplisme. Fondamentalement, pour celui, la guerre va prendre des besoins de financement énormes. Et il faut savoir que, tout simplement, dans l'endettement des pays européens, les pays européens sont endettés vis-à-vis des États-Unis. Les pays européens sont créanciers des États-Unis en 1914. Ils sont débiteurs des États-Unis en 1918. Et ça, c'est passé par la finance publique et par la finance privée. Voilà. Ça, c'est important, ça, comme information, quand même. Ah oui. Parce que ça veut dire qu'il y a un rapport de domination qui a complètement changé au sortir de la Première Guerre mondiale. Bien sûr. N'oubliez pas que les ranchs des cow-boys, voilà, on a c'est 52 000 morts, 1 million de morts pour la totalité des guerres de sécession et 52 000 morts. 52 000 morts. Voilà, merci beaucoup. Voilà, Zarmak. Ce qui est 52 000 morts en 3 jours. C'est très au-dessus c'est très au-dessus de la moyenne des haines des guerres précédentes. Pourquoi ? Parce que à Gettysburg, ils commencent à avoir les armes à répétition, qui deviendront nos mitrailleuses, nos automitrailleuses, beaucoup plus tard. Et fondamentalement, excuse-moi, où est-ce que j'aurais été ? Parce que j'ai beaucoup cette information. Le changement de rapport, voilà, de domination. Il ne faut pas oublier que les ranchs immortalisés par les westerns sont généralement financés sous capital européen. L'Amérique était encore alimentée par des capitaux européens avant la Première Guerre mondiale. Ce qu'on oublie souvent. Les ranchs des westerns, généralement, ils appartiennent à des Anglais. Quand même. Et ça, c'est assez peu connu. Moi, d'ailleurs, je l'ai découvert dans Perspective Libre quand j'ai interrogé Henri Laurence, professeur au Collège de France, qui est un homme extrêmement brillant et qui m'a expliqué cette histoire-là et que j'ai pu faire vérifier, c'est vrai. Et la Première Guerre mondiale a inversé ça. Voilà. Là encore, les Américains, ils ont une stratégie. Puis démantèlement, parce que aussi la grande conséquence politique de la Seconde Guerre mondiale qu'on oublie, c'est le démantèlement des empires. Finalement, les Allemands, les Autrichiens et les Ottomans. C'est très important, ça, les Ottomans. C'est simple, la mort de l'Empire ottoman, vous avez les frontières de sang qui saignent toujours aujourd'hui au Moyen-Orient. C'est-à-dire que grosso modo, le traité de Sèvres, oui, c'est bien le traité de Sèvres. Le traité de Sèvres. Le traité de Sèvres, vous l'avez un soir sur deux à 20h. C'est ça qui est horrible. Dès qu'on parle du Moyen-Orient, du Proche-Orient. Ouais. Alors, il y a Zach Mémarian qui dit débarquement de Normandie, 50 000 morts anglais en une matinée. Tout à fait. C'est-à-dire, tout à fait, mais là, on est vraiment dans la guerre moderne. Et dans la guerre moderne, là, les armes, les automitrailleuses sont devenues là extrêmement performantes, pour le coup. Et deuxièmement, il ne faut pas oublier que le débarquement est la plus grande armada maritime du XXe siècle qui va débarquer sur les côtes de Normandie. D'ailleurs, les deux plages où ça va le plus mal se passer, Utah Beach et Omaha Beach, ce sont les Américains où ça va très mal se passer parce que les Anglais avaient fait de bons bombardements et les Américains, eux, avaient surtout liquidé les villes normandes par erreur de tir. Bon. D'accord, ouais. Le gros problème des Américains, c'est que les Anglais sont les théoriciens du bombardement stratégique. Les Américains, c'est simple, ils ont été l'opération Rolling Thunder au Vietnam, Rolling Thunder, tonnerre roulant, si vous voulez une traduction plus facile, c'est tapis de bombes. Et d'ailleurs, sur le Nord-Vietnam a été balancé plus de bombes que pendant toute la Seconde Guerre mondiale sur l'ensemble de l'Europe,
Il a été balancé plus de bombes sur le Nord-Vietnam. C'est exactement ce qu'on nous dit en plus sur le chat, parce que Baudricourt il dit c'est pendant la guerre de sécession, les Yankees ont mis au point leur doctrine de guerre totale, c'est tout à fait vrai. Tous les moyens, c'est tout à fait vrai, y compris civils de l'adversaire. Bien sûr, l'incendie d'Atlanta. C'est d'ailleurs ce Baudricourt, s'il avait un compte Facebook, j'aimerais bien qu'on en parle ensemble. C'est tout à fait vrai. Alors, juste un petit point là-dessus, parce que l'incendie d'Atlanta et les colonnes infernales de Géorgie, on oublie. Or, la doctrine de guerre totale américaine, c'est très intéressant. Pourquoi ? Parce que la guerre américaine, elle est religieuse. Elle est d'essence religieuse et puritaine. C'est-à-dire que, grosso modo, on fait la guerre, on fait la guerre, on ne fait pas la guerre politique à la westphalienne, comme la diplomatie française. Il ne faut pas oublier que les règles de la diplomatie, c'est les règles françaises. Nous, fondamentalement, on a dissocié très tôt Dieu du fait politique parce que Dieu ne se négocie pas. Je ne parle pas de la laïcité, je parle de la division des deux ordres. Et fondamentalement, nous n'absolutisons pas les conflits politiques parce que sinon, c'est des idéologies de guerre à mort. Or, les Américains, ça se voit dans le wilsonisme, hein, quand ils demandent la capitulation totale, sans condition, et la reconnaissance morale de la culpabilité de l'Allemagne, je ne l'attaque pas pour le fait. Moi, si vous voulez, contrairement à une large part du camp patriotique, je suis tous aux germanophiles. C'est le moins qu'on puisse dire. D'ailleurs, je suis petit-fils de déporté, donc ça aide. Mais ça aide à avoir une... Moi, l'hospitalité allemande, les Rougerons connaissent. Ceux qui sont des habitués des recherches sur le web peuvent taper André Rougeron, ils vont comprendre. Fondamentalement, mais là, vous n'êtes plus dans le westphalisme. Vous n'êtes plus dans la reconnaissance de souveraineté, c'est-à-dire, grosso modo, nous nous sommes affrontés, nous avons réglé militairement un problème politique. Maintenant, on est dans la guerre morale, la guerre à mort. Et pourquoi ? Parce que c'est l'idéologie du camp du bien, de la destinée manifeste, du peuple élu. Et ça, c'est... Tant qu'on n'aura pas compris ça et qu'on pensera que les Américains ont une pensée politique, est une pensée politique, c'est simple, moi je suis historien des idées politiques, je peux vous dire que pendant tout une bonne partie du 19e siècle américain, il y a énormément d'écrits politiques qui ne sont pas traités dans les facs françaises. Pourquoi ? Parce qu'ils sont écrits par des pasteurs. Et que pour nous, des pasteurs n'écrivent pas de la politique, donc là, etc. Et ça, c'est le mauvais côté. Moi, j'ai rien contre la laïcité en soi, bien au contraire. Mais ça, c'est le mauvais côté de l'esprit laïque. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas que pour certains peuples, le religieux, le problème théologico-politique existe encore. Et le peuple américain en fait partie. C'est une différence fondamentale avec nous. C'est très intéressant ce que tu dis, c'est très très important pour comprendre, je pense que ça aide à comprendre encore mieux les États-Unis, leur position. C'est pour ça que les États-Unis, quand ils écrasent, regardez l'Irak. Oui, on nous parle de l'Irak, on le dit, l'Irak a eu plus de bombes déversées que toutes les guerres précédentes, Vietnam, World War II, World War I, quand même. Alors là, je remercie c'est Zach Mernarian. Je le remercie parce que je n'avais pas ces chiffres, donc et je le remercie. Je prendrai la peine de les faire vérifier, mais ce serait pas étonnant, parce que si on prend 10 ans de guerre en Irak, si on prend la première, la deuxième... C'est évident, c'est évident. C'est sûr. Mais regardez la manière dont on écrase l'ennemi, c'est-à-dire qu'on ne le laisse pas négocier. Ouais. C'est la reddition sans condition, c'est la faute morale toujours, d'où la... Voilà, grosso modo, on a eu un Hitler tous les 3 ans. Oui, c'est une diabolisation donc, de l'ennemi absolu. Et surtout, l'ennemi est dénué de rationalité. Le système westphalien français, c'était... Vous êtes nos adversaires, vous êtes même nos ennemis, mais fondamentalement, notre querelle est politique. Notre querelle est politique, notre querelle n'est pas d'ordre moral ou d'ordre téléologique. C'est pas sur les fins dernières qu'on s'engueule. Parce que là, sinon c'est le système Highlander. À la fin, il n'en reste qu'un des deux. Et fondamentalement, il y a une part de la pensée stratégique américaine qui est pénétrée de ça. Particulièrement chez les théoriciens qu'on appelle les néoconservateurs. Je renvoie à Kagan et Kaplan, les deux jumeaux du néoconservatisme. Kagan étant, à mon sens, le plus brillant. C'est très présent. C'est-à-dire qu'ils n'en démordent pas. Quand du bien, et vous vous rendrez à nous. En plus, c'était toute la rhétorique de Bush qui disait le camp de l'axe du bien, vous êtes avec nous ou contre nous. Enfin, il disait. Attendez, je vais vous raconter un truc qui a été un peu commenté, mais qui ne l'a pas été assez.
à un moment, dans une entrevue, Bush fils. Alors, Bush fils a un profil tout à fait particulier. C'est un born again. Donc lui, il a rencontré Dieu au fond de l'alcool, ou l'alcool au fond de Dieu, peu importe. Et il dit, avec l'islam et avec les Russes, il faut éviter le conflit de Gog et Magog. Alors Chirac est de culture, faut pas oublier qu'il il a été proche du PC quand il avait 16 ans. Il est plutôt de culture corrézienne, laïcarde. Alors pour lui, Gog, c'est aller au Gog, fondamentalement. Chirac ne comprend pas. Fait convoquer par l'Élysée Danielle Hervieux-Léger, qui est une sociologue des religions de l'école des hautes études en sciences sociales, pour lui dire, écoutez, expliquez-moi Gog et Magog. Expliquez-moi Gog et Magog. Je vous en prie, je vous en prie, parce que je vais devoir revoir l'autre type dans 3 semaines, il va falloir quand même qu'à un moment, dans la correspondance diplomatique, je lui fasse comprendre que j'ai compris. Et en réalité, bon, pour ceux qui ont de la culture biblique, c'est l'affrontement de Gog et Magog. Et fondamentalement, vous voyez que et la plupart des conseillers américains n'ont pas du tout été choqués par cette référence-là. Or, pour un haut diplomate français, ben voilà. Ouais, c'est parce que ça a été balancé par le professeur dont tu parles. Je la connaissais, cette anecdote, qui a dit après, une fois que Chirac n'était plus président, il a dit maintenant je peux balancer le truc. Il a expliqué cette anecdote que oui, il avait été convoqué à l'Élysée, il avait expliqué. C'est une femme. Elle avait été convoquée à l'Élysée, elle avait expliqué ce qu'était Gog et Magog parce que Bush avait dit à Chirac, oui, on va en Irak pour débousquer Gog et Magog, je sais pas. Donc si vous voulez, et ça n'a pas du tout. Si vous voulez, et ça choquerait n'importe quel diplomate français. Or, il faut comprendre, et ça par contre, je ne critique pas du tout les Américains, ils ont un précipité culturel qui est ce qu'il est. Là, par contre, c'est nous le problème. Parce que nous, on s'imagine que parce que nous sommes un peuple totalement sécularisé, que le monde est sécularisé. Ce qui n'est pas vrai. Poutine est un croyant, les Américains sont des croyants, et pour eux, il y a encore un problème théologico-politique. Nous, on a séparé ce problème-là, d'abord après les guerres de religion, et ensuite, à la loi de 1905. Bon, et pour nous, ça a été une réflexion très longue sur le pape, l'empereur, etc. Voilà. Pour nous, c'est quelque chose de très long. C'est tout. C'est fondamental, je trouve, ce que tu dis, vraiment pour la compréhension du fonctionnement de la stratégie américaine. Je pense qu'il ne faut jamais oublier, et en tout cas, ne jamais se dire ce sont nos cousins. Premièrement, parce que déjà eux le prennent mal. Moi, j'ai eu des dignitaires américains en face de moi, parce que je suis aussi un praticien de ce que je fais, donc croyez-moi, déjà eux le prennent très mal. Alors, vis-à-vis des Français, alors là, pour eux, on n'est surtout pas des cousins, c'est ça. mais même si vous leur dites qu'ils sont des cousins des Anglais, des Irlandais et des Allemands, parce qu'ils sont les 3 peuplements européens majoritaires, là pour le coup, vous serez content de tomber sur quelqu'un de Boston. Je vous le dis tout de suite. Si vous tombez sur un mec du Sud, ça peut très très mal finir. Je parle d'expérience, là pour le coup. D'accord. Alors on va faire une petite pause, la deuxième, si la régie est prête. Évidemment, la régie est au quart de tour prête. Donc on fait une petite pause, puis on revient. Après, il y a encore pas mal de questions. On va en parler. Ça parle un peu de politique étrangère. Et toi, je sais que tu affectionnes ce sujet aussi également. Alors, on va en parler. On fait la petite pause et on revient juste après. À vous la régie. Voilà, donc de retour après cette pause. Donc je vois, t'as vu, il y a pas mal de messages. Hein. Ils ont retrouvé André Rougiron, ton grand-père, apparemment. Tu vois, un grand résistant. Ils ont été. Alors, si vous voulez, je dis pas ça parce que la résistance, c'est comme le travail, ça se transmet pas par le sang. La seule chose, c'est que voilà, vous avez le droit de savoir qui vous parle, et voilà, c'est pas tout à fait dans l'histoire de France, les miens ont été de certains côtés. Voilà, et l'ont payé. Parce que voilà, c'est pour ça que, contrairement à une part du camp national d'ailleurs, qui a repris ça d'ailleurs de la gauche collaborationniste, ils se sont fait un mythe pro-allemand dans l'après-guerre. C'est là où on voit quand même que le camp national français a des problèmes intellectuels et idéologiques. Sincèrement.
Alors, tu sais qu'ils ont traduit, alors on a Malabab, c'est un spécialiste du langage des oiseaux, il traduit à chaque fois les noms. Ouais. Il a traduit ton nom, c'est marrant. Alors, Rougeron, c'est RO réceptacle à l'intérieur d'un monde, synthèse RO retournement. Pas mal, il dit. Et il avait traduit, j'ai vu aussi Pierre et tout, et c'était pas mal aussi. Voilà, Yves, synthèse, réceptacle, monde, énergie. C'est sympa, ça. C'est sympa comme toujours. Je te remercie beaucoup. C'est le langage. Tu me les enverras. Ah ouais, le langage des oiseaux, c'est génial. C'est intéressant. C'est très très intéressant. Il donne des significations par le langage et c'est vraiment 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 intéressant. Et bizarrement, ça correspond à chaque fois. Même là, je suis obligé d'admettre, je trouve que ça te correspond pas mal et c'est assez étonnant hein, comme technique. Hein. Et alors. Qu'est-ce que vous me dites? Monsieur Bush, attention, si vous n'allez pas faire la guerre en Afghanistan, vous n'aurez pas de place au paradis. Tu m'étonnes, Baptistov, ouais, il n'aura pas de place au paradis. C'est vrai que... Maintenant, il fait de la peinture, si vous avez vu. Il fait des peintures de petits chiens. Et il a fait une exposition là-dessus. Alors, c'est mignon comme tout, on croirait les peintures, vous savez, où il y a, qu'on faisait faire aux enfants, il y avait des numéros, 1 mais bleu, 2 mais jaune, etc. C'est très mignon, il fait des teckels, des machins comme ça. Il est devenu gentil en fait. Je pense surtout qu'il est resté simplé. Je le pense sincèrement. Il a aussi fait ses mémoires, 400 pages à colorier. Mais non, franchement, il avait. C'est malheureusement vrai. Pour le coup, c'est arrivé assez peu de fois dans l'histoire des États-Unis. Mais là où Hollande, lui, a un humour de merde, lui, il avait des problèmes. Disons qu'il a. C'est un très bon communicant parce qu'il avait de l'empathie. Quand il arrive au 11 septembre, il fait un câlin aux pompiers tout de suite. Ça, faut se mettre dans la tête d'un point de vue communicant. Par contre, voilà, quand il arrive en Grèce, il dit Hello Grecians, bonjour les Gréciens, alors que pour grec, il existe un mot en anglais qui est Greeks, simplement. Et lui, il avait inventé le mot grécien. Et il ne comprenait pas pourquoi les Grecs le regardaient comme deux ronds de flanc. Donc lui, d'un côté, on ne peut pas dire que c'était le plus malin, mais surtout il était entouré de gens pour le coup extrêmement dangereux. Je pense à Donald Russell particulièrement et Dick Cheney particulièrement. Richard Pearl aussi. Et Pearl. Il y avait Pearl et il y avait Wolfowitz, donc ça c'est tout le courant néoconservateur. Et il y avait celui qu'on appelait Boy Genius ou Bush Brain, qui était, que je me rappelle plus, c'était un homme chauve qui était assez souvent avec lui, qui était son directeur de campagne, qui lui était un spécialiste de la Karl Rove, et qui lui était pour le coup un stratège politique brillant, mais certainement à titre personnel la dernière des ordures, parce que c'était de lui dont il y avait eu cette phrase assez célèbre. Nuisez-leur, il en restera toujours quelque chose. Et il avait accusé de trahison un parlementaire démocrate qui était opposé à la guerre d'Irak. Et le parlementaire démocrate s'était poussé de sa chaise, de son seul bras restant. Il lui a dit écoutez, j'ai perdu deux jambes et un bras au Vietnam. Si vous pouviez éviter de m'accuser de trahison, ça me plairait, parce que je crois que vous avez été réformé militairement, ce qui est dans le cas de Rove tout à fait vrai. Bush, lui, ayant fait la garde nationale, c'est-à-dire il a bu des bières et dragué des petites pépées. Voilà. Ce qui est une méthode de guerre, pardonnez-moi, pas tout à fait désagréable. Voilà. Alors, il y a une question qui revient, on va pas se faire avec des amis avec ce genre de questions, mais bon, je pense que ça vaut le coup de l'aborder, c'est le transfert de la puissance des États-Unis vers le Grand Israël en vue d'un gouvernement mondial à la Attali est-il réaliste? Alors, sincèrement, Jacques Attali a au moins une qualité, c'est qu'il pense les conneries qu'il fait écrire. Comme Éric Zemmour l'avait démasqué pour le fait qu'il n'écrivait pas ses bouquins, je sais que je ne risque rien. Parce que Attali, si vous voulez, il brasse des idées issues du courant dominant, mais c'est pas lui le courant dominant. C'est la grande masse financière, c'est les multinationales, et c'est les pays, et c'est les États puissants comme les États-Unis et quelques autres. Donc lui, il y colle tout un discours, tout comme Alexandre le Grand. Ça, c'est la logique impériale. Vous avez toujours un discours qui accompagne la puissance et la domination, sinon la domination est insupportable. Rome, la Pax Americana, Alexandre le Grand, le métissage. La puissance américaine, la mondialisation heureuse, ça pchit.
Donc il en faut un nouveau, le nouvel ordre mondial, qui, je vous le rappelle, l'expression date de quoi? Du discours sur l'état de l'Union de Bush père. New World Order. Or, Attali est le petit télégraphiste de ces trucs-là. Il enrubane d'un discours et il y met 2-3 idées à lui qu'il aimerait voir. Je vais vous dire sincèrement, il faut toujours prendre les choses assez froidement. Israël aujourd'hui est un pays qui est affaibli militairement, contrairement à ce qu'on croit. Affaibli militairement parce que l'austérité que Benjamin Netanyahou, en tant que ministre, a voulu faire, a liquidé, je crois, par 3 ou par 4 le temps d'entraînement des réservistes. Or, les réservistes sont la grande force de Tsahal. Ce qui vous explique la faiblesse pendant la guerre de l'affrontement au Liban. Pendant l'affrontement au Liban, premièrement, le Mossad n'a jamais réussi à envoyer services de renseignement extérieurs, Shin Bet, services de renseignement intérieurs. Ni le Mossad, ni les services spéciaux militaires n'ont réussi à pénétrer au niveau du renseignement les lignes du Hezbollah. Premièrement. Deuxièmement, les réservistes qui étaient beaucoup moins entraînés ne savaient pas que les Katyusha, les roquettes utilisées par le Hezbollah, ne pouvaient pas détruire les Merkava. Et dans 9 cas sur 10, les Merkava perdus ont été perdus parce que des réservistes paniqués de cette prime roquette qui n'allait pas détruire leurs tanks ont enclenché le système d'autodestruction. Parce qu'ils étaient morts de trouille, donc ils ont abandonné le navire. Donc si vous voulez, c'est un pays qui, et je le dis d'autant plus que c'est un pays auquel je ne souhaite ni bien ni mal. Moi, si vous voulez, moi sincèrement, mon truc, c'est les intérêts français. Si vous voulez, je remarque à titre d'analyste que c'est un pays qui s'affaiblit, qui a encore des forces, entre autres un grand budget de recherche et développement, mais c'est un pays qui s'affaiblit, qui est aujourd'hui dans une population qui a été socialisée dans une part de violence depuis la deuxième intifada. Sincèrement, moi je leur souhaite absolument pas de mal. Par contre, je pense qu'ils vont avoir un très gros problème, d'où l'émergence d'intellectuels très radicaux, au sein d'Israël, type Shlomo Sand. Ils vont avoir un problème démographique, c'est-à-dire l'augmentation du nombre d'Arabes israéliens. Et c'est pour ça qu'à mon avis, j'espère pour eux qu'ils vont trouver à ce conflit, selon les voies du droit, une manière de le régler, parce que sinon ça va très très mal finir. Là pour le coup, ça finira très très mal. Et que des gens comme Attali veulent utiliser une part de leur discours pour mettre cet État qui leur est cher pour différentes raisons sur le devant de la scène, oui, mais voilà, si vous voulez, ça n'a même rien à voir avec la réalité d'Israël. Je vous donne un exemple très précis. Nous avons écrit dans Perspective Libre un article sur le positionnement géopolitique de quelqu'un comme Avigdor Lieberman. Avigdor Lieberman, en France, et c'est là où il faut prendre les dossiers froidement, je vous en supplie. Avigdor Lieberman, tout le monde dit, il a été videur de boîte, c'est un pauvre con. Il est entouré des jeunes chercheurs en géostratégie les plus brillants d'Israël. Donc pour un homme politique qui certes a ses limites intellectuelles, s'entourer de gens brillants est toujours quelque chose de dangereux. Moi c'est pour ça que je me suis intéressé à lui. Et un de mes camarades a fait un article sur lui. Lui, il est très pro-russe. Pour lui, Netanyahou est très pro-américain, trop, et pour lui, les Américains vont les laisser tomber. Donc toute l'idéologie qui sous-tend Attali va les laisser tomber. Et c'est pour ça que Lieberman supplie Poutine de les aider. D'accord. Ouais. Voilà. Il faut comprendre qu'Israël fait aussi le choix de la multipolarité. Elle a des accords multilatéraux avec l'Inde en termes de développement des armements stratégiques, etc. Donc si vous voulez, n'oubliez pas que le New World Order, toute cette idéologie-là, qui est l'idéologie de l'impérium américain finissant, elle n'a pas lieu dans le monde qui vient, qui sera centré sur le Pacifique. Elle n'a pas lieu en Asie. Ou très peu. Il y a une classe chinoise, ça se voit dans le dernier bouquin du penseur qui m'a le plus marqué et que j'aime le plus, qui est Régis Debray, où il parle à un philosophe chinois qui lui veut un nouvel ordre mondial. Mais la Chine a toujours été trahie par ses élites, c'est son histoire. Mais lui, en Chine, ce brave professeur de philosophie politique, il pèse quoi? Que dalle. Et face à l'Asie, croyez-moi, le nouvel ordre mondial, ça va être vraiment dur à vendre. Croyez-moi, je les connais. Oh là là, je leur souhaite. Déjà, en plus, d'ailleurs, croyez-moi, ça me fait en plus bien de la peine parce que ça veut dire qu'on ne pourra jamais leur vendre BHL.
Donc il restera ici. Merde. Il est invendable. Pour un homme qui se vend à tout le monde, il est devenu invendable. On me dit que la CIA a prévu un plan avec plusieurs agences américaines pour le rapatriement de 2 millions de juifs aux États-Unis. En cas où, finalement, oui, ça se passe mal au Moyen-Orient. Alors, je sais pas, j'ai peut-être déjà entendu parler de ça. Ça serait possible. Alors, attention, il faut aussi bien comprendre qu'il y a des gens. Alors, une agence de renseignement, ça fonctionne comment? Ça fait des scénarios. Et il y a des tas de scénarios possibles pour une situation donnée. Je pense que une partie de l'élite américaine travaille en effet sur le fait que si à un moment en Israël ça se passe mal, il faudra évacuer une partie de la population. Ça, j'ai déjà vu des notes là-dessus, c'est tout à fait possible. Ensuite, je ne me souviens absolument pas de notes avec ces chiffres-là, mais il est normal que si à un moment ça se passe mal en Israël, ils se répartissent par zone linguistique. Donc il y a 700 000 francophones, etc., etc. Donc, mais sincèrement, à la fois, il ne faut pas le souhaiter. Il ne faut jamais souhaiter à des gens de terminer sur des barques pour arriver quelque part. Je pense que c'est pas... parce qu'on ne sait jamais où ces logiques-là commencent et où elles terminent. Et surtout, imaginez des populations qui ont été déplacées, qui arrivent dans des pays qui ne sont plus les leurs, en France ou aux États-Unis, et qui vont... ça va être nous comme la guerre d'Algérie, c'est-à-dire avec des gens qui vont souffrir, se faire une identité plus fermée sur le fait national que les autres, et qui vont vouloir se venger. Et ça se voit à travers certains écrits des pieds noirs, de certains pieds noirs. Je ne mets pas du tout tous les pieds noirs là-dessus. Bien sûr. Existe, donc si vous voulez, moi, après, on peut m'en vouloir. Moi, si vous voulez, je me bats pour les intérêts fondamentaux de mon pays. Ensuite, je ne souhaite la déstabilisation de personne, je suis westphalien. Comprenez-moi, j'ai les limites de mon école. C'est-à-dire pour moi, quand il y a État, il y a stabilité, quand il y a frontière reconnue, il y a stabilité. Et quand on me dit on va déplacer un tel, déplacer un tel, déplacer un tel, déplacer un tel, moi c'est des raisonnements qui me foutent tout de suite les jetons. Même si, parce que pour moi les bonnes frontières font les bons voisins, et ça, à force de reculer l'étape de la négociation, Israël fait une grosse erreur pour sa survie. Voilà. Alors justement, on nous dit, est-ce que tu es optimiste vraiment pour l'avenir? C'est une question qui est revenue plusieurs fois où on nous dit, qu'est-ce qu'il y a comme solution véritablement? Tu crois qu'il y a une solution politique à tout ça? Bien sûr. Oui. Et je vais vous dire une chose, ça d'ailleurs je l'ai dit dans un entretien récent avec un très bon site, je me permets de faire un petit peu de vas-y. Il s'appelle Le Bréviaire des Patriotes. Je connais. La France a été envahie près d'une dizaine de fois dans son histoire. Nous avons été démembrés. Nous avons vécu la défaite de 70, la boucherie de 14, l'humiliation de 40, et nous sommes toujours là. Nous sommes toujours là. Combien de pays auraient survécu à tout ça? Fondamentalement, sur la scène internationale, sur la scène interne, la première condition pour exister, c'est vouloir exister. Et le vrai problème que nous avons, c'est celui-là. C'est qu'il y a toute une partie de la France qui a renoncé au projet français. Et il y a même toute une partie de la France aujourd'hui, je pense, qui veut mourir. Et je pense qu'il faut aujourd'hui reprendre une certaine volonté à la fois de vivre, de combattre, parce que sur la scène internationale, c'est horrible à dire, mais sur la scène internationale, celui qui n'est pas prêt à se battre, il se fera marcher dessus, je vous dise. Sur la scène internationale, il y a que deux types de navires, les sous-marins et les cibles. Vous savoir ce que vous voulez être, mais fondamentalement, est-ce que la France peut s'en sortir? Oui. Est-ce que les Français veulent... Est-ce que le seul problème, c'est la désorganisation de ceux qui veulent que la France s'en sorte?